Je me fais le plaisir de vous présenter notre invité de ce soir, un horticulteur passionné depuis plus de 15 ans. François Lamontagne est diplômé du programme de technologie de la production horticole et de l'environnement de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Il a été superviseur au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston de 2009 à 2022. Que ce soit les plantes, les abeilles ou la nature en général, il saura assurément vous transmettre sa passion et son énergie débordante. Bienvenue à ce webinaire d'Éco360, François Lamontagne. Merci Yves, merci, très content d'être là et de vous partager, c'est ça, on va parler, on va s'intéresser au compostage et on va essayer de mettre ça le plus simple possible. Et je vais essayer je vais le dire tout de suite, mon débit aussi, j'ai tendance justement, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, je sais que la traduction simultanée, maintenant je vais essayer de parler un peu plus lentement, un débit plus régulier pour le traducteur, mais des fois, je suis des fois passionné un peu, donc j'ai tendance à parler plus vite, mais j'espère que ça devrait très bien aller. Sinon, fais-moi ce signe-là, puis ça va super bien aller. Excellent. Donc, on va commencer ça. J'ai intitulé Trucs techniques et avantages. En gros, ça résume un peu de quoi on va parler pour garder ça très simple. Puis, Yves, tu pourras me poser des questions aussi durant le temps. Sinon, il y aura la période de questions à la fin aussi. Donc, petite présentation. Tu m'as présenté un peu d'entrée de jeu. Mais c'est ça, je suis un passionné de nature, même les insectes. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été très, très attiré par la nature et tout. J'en ai fait un métier plus spécialisé dans l'horticulture, mais je m'intéresse à plein de sujets, comme les abeilles plus récemment. Ça va être ma 8e saison cette année, puis je trouve que c'est un domaine qui m'a appris beaucoup. Donc, je fais des formations, des ateliers. Ça, je vends du miel, c'est à petite échelle. Mais j'ai une entreprise ça, qui s'appelle La Montagne Ruche. Comme on dit en anglais, c'est comme un lifestyle business. C'est comme j'ai pris un peu ce que j'aimais faire, puis j'en ai fait une petite entreprise. Donc, c'est un peu pour ça que je suis avec vous ce soir aussi. Mais c'est ça, on parle c'est de l'horticulture, des aménagements paysagers, de la taille et tout. Des murs verts, les jardins verticaux, c'est super intéressant aussi pour ceux qui ont de l'espace plus restreint aussi. Puis tout ce qui est les champignons, les plantes sauvages, ici, on est chanceux. Au Nouveau-Brunswick, on est entouré de belle nature aussi, mais il y a plein de belles ressources dans la forêt aussi qu'on peut, si on apprend à la connaître un peu. Donc, en gros, c'est ça un peu mon parcours. Puis, j'en apprends tous les jours aussi. C'est comme n'importe quel sujet, quand on est passionné, mais on a tout le temps d'autres choses à apprendre. Puis moi, je veux mentionner que La Montagne Ruche, c'est un nom génial pour ton entreprise. J'adore. Merci. La petite histoire, c'est que c'est ma belle-sœur, un soir, qui a trouvé le nom, puis qui m'a appelé pour me le dire. Elle dit hey, « Tu devrais appeler ça de même. » J'ai trouvé ça drôle, puis justement, je suis parti à rire. Là, au début, j'étais comme « Ouais, ben oui, pourquoi pas. » Puis finalement, c'est ça. Mais merci. Donc, là, vraiment, on va se concentrer sur le compostage, vraiment le B à bas du compostage. Le plan de présentation, c'est pour ce soir, ça va être divisé en comme 6 parties. La première, le pourquoi. C'est là que je vais essayer de vous convaincre de composter, de faire du compostage. Si j'ai bien réussi cette partie-là, vous devriez, à la fin de la présentation, dire ça me prend un composteur, j'ai besoin d'un composteur, faut que je m'enligne là-dedans. La réaction peut être modérée aussi, ça va dépendre de vos intérêts, mais quand même, je vais vous démontrer que c'est quand même une belle façon. Et même si je sais que vous, à Moncton, vous avez la collecte des matières organiques, quelqu'un pourrait me dire, ben, c'est pas grave, j'ai déjà ça, j'ai juste à mettre ça dans mon bac, puis ça vient le chercher. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de valoriser une partie de ce que vous allez mettre là pour le garder chez vous puis le valoriser dans le fond. Excellent. Donc, c'est ça. Le matériel, il y en a de toutes sortes, il y a plein de modèles et tout. Je vais garder ça simple, mais je vais vous donner un peu les avantages, inconvénients de certains aussi. Puis la base que ça vous prend. Comment l'installer? Ça peut paraître simple, mais il y a des petits trucs pour se faciliter la vie puis avoir plus le goût de le faire aussi. L'idée, c'est pas de vous rajouter, on a tous des vies quand même assez pressées. L'objectif, c'est pas de vous rajouter
faut pas que ça devienne un fardeau. Donc, c'est des petits trucs comme ça. La recette, c'est quand même assez simple encore. C'est un processus quand même assez simple, mais il y a des petites façons de le faciliter. Dans le fond, nous autres, notre rôle, c'est juste de mettre les bons ingrédients ensemble, puis de s'assurer qu'on a la base, puis ça va se faire quand même assez bien. Les alternatives, il y en a tout plein, je vais en aborder quelques-unes. Puis à la fin, si comme vous avez dit, s'il y a des questions, ben on y répondra. Excellent. Donc, c'est ça, le pourquoi. Ben, comme je vais tenter de vous montrer que c'est très simple à faire, c'est à la portée de tout le monde. J'ai fait beaucoup de présentations de compostage. La petite histoire, là, c'est que moi, mes parents, ma mère avait amené un composteur quand j'avais 8 à 10 ans. Elle a amené un composteur à la maison. Mon père était plus ou moins intéressé, mais ma mère très motivée. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans. Mais après ça, depuis ce temps-là, ça fait comme 30 ans de ça. Fait que j'ai tout le temps baigné un petit peu dans ça. Puis, plus récemment, ben, je fais beaucoup de présentations, puis je l'ai pratiqué beaucoup. Puis, je l'ai fait dans des garderies pour des enfants de bas âge. Ils trouvent ça super amusant. Puis, à l'inverse, l'année passée, dans une présentation, j'avais une dame de 92 ans Wow. qui compostait encore. Elle faisait ça avec sa petite chaudière, elle brassait son compost, puis tout. Puis vraiment, je trouvais ça génial. Donc, c'est pour tout le monde. C'est ça. Ça ne prend pas beaucoup de connaissances particulières. Excellent. Peu d'espace, je vais vous montrer quand on parlait du matériel. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Puis même, je vais vous montrer comment l'inclure dans l'espace que vous avez déjà de façon à optimiser l'espace que vous avez. Très peu d'entretien. Je dis souvent à la blague, vous pouvez partir en vacances. C'est pas comme un animal de compagnie ou quoi de même. Là. Vous pouvez partir en vacances une partie de l'été, puis revenir, puis c'est correct. Vous le reprendrez où ce qui est rendu, puis ça va être bien correct. J'ai pas besoin d'une gardienne pour mon composteur. Là. Non, c'est ça. Il y a moyen de... c'est ça. C'est quand même assez autonome. Okay. Il y a des petits trucs qu'on veut, c'est ça, pour accélérer le processus. Mais au pire, si vous avez des petits défis, tout ça, ça va juste ralentir le processus, mais vous ne pouvez pas comme faire un désastre, là, tu sais. Puis c'est un produit local tout en valorisant vos déchets. C'est juste de repenser un peu la façon qu'on voit les déchets. Donc, c'est pour ça le petit carré à la droite, un compost de qualité triple A. Vous pouvez avoir un compost. Si vous jardinez un petit peu, vous allez avoir tendance à acheter un petit peu de compost. Je vais vous expliquer l'avantage du compost. Mais si vous pouvez le faire chez vous, ben c'est encore mieux. C'est un petit plus aussi. Puis, vous savez exactement c'est quoi vous avez mis dedans. Chose qui n'est pas tout le temps le cas sur le compost, dans les composts du commerce. Ah ouais. Donc, c'est juste une façon de repenser un peu nos déchets et notre rapport, dans le fond, à ce qu'on appelle les matières résiduelles, tout ce qu'on produit comme déchets. Bien, il y a tout ce qui est matière organique, les déchets organiques. Bien, c'est de penser que ces matériaux-là, dans le fond, peuvent être comme, entre guillemets, recyclés, c'est-à-dire compostés, mais par un processus naturel, pour refaire de l'humus, de matière organique qui va redonner des plantes et tout. Donc, ça part de la petite chaudière en haut qui représente le contenant de cuisine dans lequel vous allez mettre vos restants de fruits, légumes et compagnie. Je vais vous dire tantôt c'est quoi qu'on met là. Qu'on met dans le composteur et les petites règles que je vais vous donner, puis ça vous donne du compost et c'est un cycle. C'est un cycle que vous gardez même dans votre cour. Donc, il n'y a pas de transport, il n'y a pas rien. Si vous le gérez localement, puis de façon continue. Donc, c'est une belle façon. On parle des fois d'économie circulaire, bien un peu, c'est pas une économie, mais là, dans ce cas-ci, c'est des ressources, mais tout se tient. C'est un cycle, comme la vie. OK. Les avantages, bien, il y en a beaucoup. Les principaux, j'en ai nommé deux, là, mais économiser. Si vous jardinez un petit peu, ou ne serait-ce que vous avez un arbre ou même du gazon, si vous avez un petit peu, ne serait-ce qu'une plante de verdure un petit peu, plus à l'extérieur, on parle de compostage domestique, c'est plus à l'extérieur, donc ne mettez pas ça dans vos plantes d'intérieur. Mais vous allez avoir beaucoup moins besoin d'engrais et de fertilisants parce que vous structurez votre sol, ce qui amène au deuxième point. Un compost, que vous ayez un sol lourd, comme argileux, qui se draine mal, que vous avez de la misère à travailler,
ou à l'inverse, à l'opposé du spectre, là, un sol très sablonneux, très pauvre, qui sèche vite, qui ne retient pas l'eau. Du compost, ça va améliorer les structures, dans le fond, la structure du sol. Ça va aider le sol pauvre à retenir plus d'eau, plus d'éléments nutritifs. Et à l'inverse, lui qui est très lourd, ça va le structurer pour qu'il soit plus poreux, pour que les racines des plantes aillent mieux, puissent en profiter. Donc, peu importe, vous ne pouvez pas aller mal avec du compost. On ne peut pas brûler une plante avec trop de compost non plus. Les plus belles terres agricoles sont composées d'un certain pourcentage de matière organique, puis c'est souvent ça, c'est l'humus du sol. Donc, qui dit meilleur sol, dit meilleur des plantes plus résistantes aussi. Puis pas de jardin, je dis souvent à la blague, vous n'avez pas de plantes, pas d'arbres, vous n'avez pas de verdure, tout ça, ben, vous avez déjà un cadeau de Noël de régler pour cet hiver. Mettez dans un petit sac à la fin, puis donnez-le à quelqu'un qui a des plantes. Peut-être plus un cadeau de Noël que de Saint-Valentin, disons. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Ça dépend. Oui, je te l'accorde. Pour quelqu'un qu'on aime vraiment, peut-être, puis qu'on connaît bien, je te le laisse. C'est ça. Donc, j'espère que je l'ai mis un peu en appétit, là, mais c'est très bon. C'est un beau produit du compost. Puis, la base, ben, vous allez avoir besoin du matériel. La base de ça, c'est le composteur. C'est la base de votre équipement. OK, mais le composteur, ce que tu montres là, j'en ai un ici, là. Moi, j'ai ça, quelqu'un m'a apporté ça. Puis, je sais pas, il y a un couvercle là-dessus, là, c'est vide parce qu'on n'est pas dehors. Il y a comme une petite porte en avant. Comment ça marche? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est parfait. Je rentre dedans, je ne devrais probablement pas, là. C'est ça. Ça pourrait être drôle que tu essayes, mais je vais passer. Ouais, non, j'ai peur. Je peux rentrer dedans, je pense, mais j'aurais besoin d'aller au Kiro après, puis ça me tente pas. C'est ça. Mais non, tu as montré les parties les plus pratiques, le couvercle, parce qu'on va avoir besoin de rajouter la matière dedans. C'est par là qu'on va mettre la matière. Et la petite porte de côté, dans le bas, c'est là qu'on va aller chercher le compost. Je vais vous montrer tantôt une diapo à quoi ça ressemble le processus de compostage. Puis en plus, bonne nouvelle, Yves, tu as vraiment mon modèle préféré. Ah! Je vais expliquer pourquoi, là. Même si c'est un modèle en plastique, puis que étant un petit peu sensible, ben, pas un petit peu, étant beaucoup sensible à la cause environnementale, je trouve personnellement qu'il y a déjà beaucoup trop de plastique dans l'environnement, puis qu'on devrait commencer à réduire l'utilisation des plastiques. OK. Par contre, dans le cas d'un composteur, un plastique noir comme ça a des gros avantages. Ça retient beaucoup plus l'eau comparé à l'image de droite qui est un composteur en bois. Le composteur en plastique retient beaucoup plus d'eau. Donc, je vais vous montrer tantôt, c'est très important. Il faut que la matière à l'intérieur reste humide. Si ça sèche, bien, ça arrête le processus. Donc, vous avez moins besoin de l'arroser. C'est moins demandant. Le fait qu'il soit noir, ça a des gros avantages aussi. Ça va emmagasiner la chaleur, les rayons du soleil. Quand il y a une belle journée de soleil, ça va emmagasiner la chaleur, donc il va chauffer un petit peu plus, qui va accélérer le processus de compostage. Donc, on peut avoir un compost plus rapidement avec ce modèle-là aussi. Mais c'est ça reste du plastique. Puis le prix aussi, c'est souvent des composteurs qui sont quand même assez abordables et très durables. Le modèle que je vous parlais d'entrée de jeu tantôt, que mes parents avaient acheté 30 ans passés, il est encore dans la cour arrière. Donc, il est encore en très bon état. Donc, c'est un plastique quand même normalement assez solide aussi. C'est très durable. Le modèle de droite, c'est sûr, en bois, c'est un matériau beaucoup plus, à mon avis, noble. C'est une ressource renouvelable. Le bois, on est entouré de bois, c'est génial, c'est beau. Le petit pépin avec ça, c'est que, de un, ça va pourrir. Éventuellement, c'est comme on veut des conditions assez humides. Ça va pourrir. Je vous déconseille d'utiliser du bois traité pour le faire parce que justement, les produits utilisés pour traiter le bois sont un peu néfastes pour la santé. Et le bois aussi, comme c'est poreux, c'est un composteur qui va sécher plus vite. Donc, vous allez avoir besoin de l'arroser plus souvent.
Donc, c'est le. Mais en même temps, vous pouvez vous en construire. Là, les cracks, l'espace pour l'aération est quand même assez large dans lui qui est présenté là. Ça pourrait être un petit peu plus petit, mais quand même. Puis remarquez, ils ont mis du grillage aussi. C'est pour empêcher que les petits animaux d'aller jouer dedans aussi. Donc, c'est les avantages et inconvénients. Mais le modèle en plastique, moi, c'est lui que je l'ai testé plusieurs, là, plein de modèles de composteurs. Puis c'est vraiment, je reviens à lui, c'est le plus rapport qualité-prix, c'est lui le meilleur, le plus solide aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Je bref. n'entrerais pas dans le composteur en bois qui était là parce que lui, je le briserais. Mais ça, je peux rentrer là-dedans, ça va me toffer. C'est bon. Puis celle-là ici, c'est vous montrer d'autres modèles. Un compromis pourrait être, lui, en bas à droite. Ce que je trouve intéressant, ça semble être du composite. Je trouvais ça intéressant parce que, c'est sûr, c'est plus dispendieux que le bois, mais comme c'est un matériau pratiquement qui ne pourrit pas, qui a des propriétés similaires au plastique qui retient l'humidité, là, vous pourriez bâtir le modèle que vous voulez, très, très durable, très solide aussi. Donc, c'est intéressant, comme ça aussi. Puis, à gauche, j'avais mis un petit modèle, le petit modèle carré en vert. Là. C'est un modèle que j'aime pas beaucoup parce que souvent, ça vient en section. Puis, on avait essayé des fois avec le poids de la neige l'hiver et tout. Souvent, ça se déforme, ça casse. Donc, l'autre, en un morceau, une coque, là, un morceau pour le couvercle, puis le petit plat, là, c'est l'idéal. Ensuite, très simple, le récipient de cuisine, c'est lui que vous avez gardé dans la cuisine. Vous avez le choix de plastique, de l'acier inoxydable, stainless, ou de la porcelaine. L'avantage des deux premiers, c'est que ça ne garde pas les odeurs. La plupart du temps, le plastique, c'est ça qu'on utilise. Mais à la longue, ça absorbe un petit peu les odeurs. Ça se lave quand même très bien. Puis sinon, avec un petit peu d'eau de javel, une fois de temps en temps, là, ça prend du temps. Vous allez revenir à bout aussi. Mais vous saurez qu'il y en a en céramique ou en stainless, ça se lave très bien. C'est lui dans lequel qu'on va utiliser, qu'on va garder proche, dans le fond, de où va être la matière qu'on génère. OK. L'aérateur, ça, c'est intéressant. Oui, excusez. Non, c'est beau. On regarde ça dans la cuisine ou tout près. Ouais. C'est là qu'on va rajouter nos déchets au fur et à mesure avant de les sortir dans le composteur. Merci. Oui, exact. C'est plutôt que vous ayez à tout le temps sortir dehors pour aller mettre votre matière dans le composteur. Ça vous donne un petit d'habitude aux deux jours, 2-3 jours. C'est suffisant. Puis après ça, vous allez le porter. Parfait. L'aérateur, je vais vous parler un peu tantôt que c'est important qu'il y ait de l'air, de l'aération pour le processus de compostage. Que le processus se passe bien pour accélérer, dans le fond, le processus. Puis la première image de gauche, c'est vraiment lui qui est mon préféré. C'est lui le plus simple, puis lui que la matière se colle pas tout après les piquants. Là. Je ne sais pas si c'est bien dit comme explication, mais la petite photo en médaillon là, en haut, on en voit un qui est vert avec la base avec 4 pics jaunes. Ça, souvent, en brassant, ça brasse plus ou moins bien parce que toute la matière reste poignée dedans. On est tout le temps en train d'enlever la matière. C'est fatigant. Tandis que lui, on le fait, on ouvre le couvercle, on le fait par le dessus, on pique, puis en piquant, ces deux petites ailettes, en piquant, ça rentre très bien jusque dans le fond. Puis en relevant à la verticale, ça relève la matière du fond. Sans fond, ça brasse, ça prend la matière du fond qui est plus compostée, et puis ça la ramène sur le dessus sans presque pas d'effort. C'est lui le plus simple, ça se nettoie très bien. Il n'y a presque rien qui prend avec. Donc, lui, c'est le modèle que lui, on va tester plusieurs. C'est lui que je trouve le plus pratique. Sinon, il y en a comme en tire-bouchon. C'est comme on visse, puis jusque dans le fond, après ça, on relève. C'est un peu le même principe. Ça aussi, il n'y a presque rien qui se prend après ça. C'est pratique. Sinon, il y a la bonne vieille fourche qu'on appelle communément un broc. C'est intéressant comme outil. Mais pour le brasser, comme vous remarquez, votre composteur, la plupart du temps, ça va être sur le dessus. Ça ne nous laisse pas grand espace pour manœuvrer. Et là encore, la matière se prend souvent après. Donc, j'aime moins ça.
Donc, c'est ça. La bonne vieille pelle ronde à la fin, un outil essentiel pour chaque foyer, est pratique pour. Là, on voit la petite porte de côté que tu montrais tantôt, Yves. Là. Moi, de temps en temps, là, une fois ou deux par année, je vais lever cette petite porte-là. D'habitude, c'est par là qu'on récupère le compost. Je vais lever cette porte-là, je vais prendre une bonne pelletée de cette matière qui est déjà pas mal compostée, puis je vais la remettre sur le dessus. C'est une très bonne façon de l'aérer aussi, de brasser ça, puis de rajouter beaucoup de vie sur le dessus. Donc, ça peut se faire comme ça aussi. Où l'installer, comment l'installer? C'est sûr que pour vous encourager à faire ce petit procédé-là, un endroit facile d'accès, idéalement accessible à l'année. Là, vous allez me dire, oh ouais, mais on ne fait pas de compost l'hiver. Eh bien, oui, je vais vous encourager à le faire. Puis je vais vous rendre ça très, très simple. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller pelleter. Mais moi, je l'ai mis quand même assez près de la maison. Il est dans le jardin, dans le fond. Donc, je passe par là. C'est un endroit que je pelletais déjà de toute façon. Okay. Donc, moi, je continue mon procédé tout l'hiver aussi. De la même façon, est-ce qu'on doit s'adapter l'hiver? Ça va lentement? On va en parler. Non, c'est vrai. Je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est l'objet on va en reparler. Mais oui, le processus ne se fera pas, mais on va en reparler. Excellent. Espace suffisant pour le manipuler, c'est sûr, pour le brasser et tout, on va avoir besoin d'espace un petit peu, comme juste la petite porte en avant. Si vous la mettez côté clôture, exemple, là, vous n'avez plus l'accès pour aller chercher votre compost. C'est moins pratique. Vous pouvez toujours l'enlever puis le récupérer, là, mais ça vous fait le tasser pareil. Ensoleillement versus ombre, c'est à vous de voir, mais il y a un avantage et un désavantage à chaque. Moi, j'encourage entre les deux. Le soleil, plus il est au soleil, plus il va chauffer, plus le processus va accélérer, mais plus il va avoir besoin d'eau aussi. Donc, on a besoin de l'arroser plus souvent. Si vous le mettez à l'inverse, complètement à l'ombre, il va avoir plus de misère à chauffer. Donc, le processus va être un petit peu plus long, mais ce n'est pas une grosse différence parce que ce n'est pas des gros volumes de toute façon. Mais quand même, moi, j'aime les mis à une place que à partir de la milieu d'après-midi, c'est rendu à l'ombre. Donc, ça ne sèche pas trop. Je n'ai pas besoin de l'arroser trop souvent. Je trouve que c'est un bon équilibre aussi. Puis je vais revenir à la gestion de l'eau. On va mettre ça très simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Évitez le pied d'un arbre. Si vous mettez ça au pied d'un gros érable, par exemple, les racines vont tout le temps chercher à aller dedans. C'est très vigoureux, ces arbres-là. Les petites racines qui sont à l'extrémité des racines, les poils absorbants qui sont à l'extrémité des racines vont se développer dans le compost. À un moment donné, vous allez vouloir brasser votre compost, puis ça va être une masse de racines. Ça va nourrir l'arbre. Si c'est ça que vous voulez, c'est quand même correct. Mais à la longue, ça va faire que ça va juste être de la racine. Là. Donc, idéalement, si vous avez un jardin ou une plate-bande, je vous encourage fortement à mettre votre composteur dans la plate-bande. Il y a plusieurs avantages. Vous n'avez pas besoin de passer ce qu'ils appellent le weed eater, là, le petit trimmer, là, parce qu'il est déjà dans la plate-bande, plutôt que de le mettre dans le gazon. Ça va nourrir les plantes en faisant le processus de décomposition, veut pas, en faisant le compostage, ça va se lessiver un petit peu en l'arrosant, veut pas y avoir de la matière, des nutriments qui vont descendre, qui vont se lessiver un petit peu. Si vous mettez des plantes très gourmandes, puis soit annuelles ou des vivaces qui ne sont pas trop agressives, là, mais un plant de cocombe, un plant de, à la limite, maïs, des plantes très gourmandes, tomates, tout ça, de un, s'il est en plastique noir, ça va vous donner de la chaleur. Les plantes vont en profiter beaucoup par la chaleur. Et ils vont avoir les pieds, les racines dans un sol hyper riche. Yeah. Même si vous êtes dans le jardin potager, vous pouvez même tasser votre composteur après 2 ans, puis faire une rotation de votre composteur. Puis vous allez voir où était votre composteur. Vous allez voir la terre, elle est extraordinaire. Elle est très riche. Elle est toute ameublie par tous les vers de terre et compagnie, les micro-organismes.
très, très, très efficace. Donc, moi, c'est là que je trouve que c'est là le plus intéressant. C'est là on va optimiser, en plus d'avoir du compost qu'on prend à l'automne, on a aidé des plantes dans le courant de la saison. Déjà pendant le processus, c'est déjà utile. Intéressant. Exactement. L'accès à l'eau, c'est sûr que, on parle de l'eau, ça fait quelques fois, là, pensez que vous avez besoin de l'arroser. Si vous le mettez dans le fin fond de la cour, à chaque fois que vous allez être moins enclin à l'arroser et vouloir vous en occuper. Donc, soit un baril récupérateur d'eau de pluie qui s'installe à côté d'une gouttière, ou un boyau d'arrosage ou un petit arrosoir, c'est en masse. Petit point très important, mettez jamais ça dans un sol qui se draine mal. Genre un petit baisseur d'un terrain très, très argileux où il y a tout le temps de l'eau stagnante qui reste là. Si vous voulez savoir si vous en avez un chez vous, prenez une chaudière d'eau puis pitchez la chaudière là. Si ça reste pendant une journée ou deux, c'est vraiment pas un bon endroit pour mettre votre composteur. Vous allez avoir des problèmes d'odeur. On veut un sol qui se draine bien. Sinon, on a juste si c'est déjà en plate-bande, la terre est déjà prête. Mais si c'est dans le gazon, par exemple, on pourrait juste comme brasser un petit peu, défaire le gazon, ajouter un petit peu de pelleté de terre. On dit ça parce que pour apporter de la vie, qu'il y a déjà dans le sol, il y a plein de vie dans le sol, des bactéries, tout ça. La plupart, c'est microscopique, on ne le voit pas, mais c'est essentiel au processus de compostage. Dans le fond, ça accélère. Puis, on dépose les matières, puis on peut commencer. Si, avec ton modèle, Yves, tu dois avoir des petites fixations, ça aide pour l'ancrer. C'est intéressant. En tout cas, ça aide quand on le brasse des fois pour pas qu'il bouge trop. C'est rare que le vent va pousser ça, là. C'est quand même assez stable, mais quand même, c'est plus quand on le manipule, c'est intéressant d'en avoir des fixations, puis on le fixe au sol. Les étapes, ça va ressembler à ça. Si on coupait le composteur, on verrait que, comme on le rajoute tout le temps sur le dessus, c'est moins décomposé sur le dessus. Et plus qu'on descend, plus qu'on est au contact au sol, puis petit point très important, les modèles que je vous ai dit pour l'instant ont tout un contact au sol. Puis c'est une des raisons pourquoi aussi je trouve que c'est les composteurs les plus efficaces. Contrairement à des composteurs rotatifs. Je vais y revenir un peu tantôt, mais je ne l'avais pas dit. Mais c'est bon que tantôt, tu dis qu'il n'y a pas de fond. Là. Moi, je trouve qu'on veut ça de même. C'est beaucoup plus efficace, comme ça. Toujours garder le couvercle dessus, c'est pour éviter le lessivage, dans le fond. Il y en a des fois qui disent c'est pas grave, je vais tout le temps le laisser ouvert. Quand il pleut, ça va l'arroser tout seul, puis je viens de gagner du temps pour faire d'autres choses. Mais non, parce que souvent, la pluie, on peut plus ou moins se fier à ça. S'il pleut beaucoup, beaucoup, ça risque de lessiver carrément la matière que vous avez dedans. C'est-à-dire, lessiver, vous allez perdre le côté nutritif du compost, ça va tout se perdre dans le sol. Si vous avez des plantes à côté pour le récupérer, c'est à mi-mal, mais quand même, c'est ça. Puis quand le soleil va ressortir, souvent, ça va chauffer un peu, ça va tout s'évaporer assez rapidement aussi, donc vous perdez un peu. Toujours le laisser fermer. Ça aide aussi à ne pas avoir de petites bestioles indésirables qui iraient fouiller dedans aussi. D'habitude, on n'a pas de problème avec ça. La recette, ça c'est pour vous mettre en appétit. Mmh. Dans le fond, c'est très simple. Ça peut être compliqué un peu si on le prend. La partie de droite, j'ai dit comme 2 parts de brun puis une part de vert. Vous allez me dire, c'est quoi du vert, c'est quoi du brun? C'est compliqué. Puis pourquoi 2 pour 1? Faut-tu que je le mesure et tout? Non. C'est qu'à la base, c'est un rapport qu'on appelle le C sur N, c'est-à-dire le rapport carbone sur azote. Carbone, à peu près tout ce qui nous entoure, qui est d'origine végétale, là, est une source de carbone, les hydrates de carbone et tout. Puis le N, c'est pour l'azote, ça aussi ça aussi, il y en a partout dans la matière, mais le rapport carbone sur azote, chaque matériau est différent.
mais puis ça, vous n'avez pas besoin d'être chimiste puis de tout analyser ça et tout, mais c'est pour ça qu'on l'a classé dans 2 catégories qui sont la matière verte, qui est le rapport C sur N est plus faible, donc il y a plus d'azote, et la matière brune, qui est celle avec le carbone, que le rapport C sur N est plus élevé. Par exemple, des feuilles d'érable, c'est à peu près comme 80, quelque chose comme ça. Et ça a été démontré que le rapport idéal pour le processus de compostage, le meilleur ratio est de l'ordre d'à peu près 30 pour 1, 30 carbone pour une partie d'azote. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les bactéries, pour dégrader la matière, auraient besoin, en théorie, dans un milieu optimal, de 30 grammes de carbone pour 1 gramme d'azote, pour avoir un régime équilibré. Là, je vous explique toute la théorie, assez sommaire, là, mais quand même, c'est pour vous expliquer un peu d'où vient le 2 parties de brun puis 1 partie de vert. Chaque matière va tout le temps avoir une partie carbone, une partie brun, une partie azotée. Mais on va le classer dans les 2 grands groupes qu'on dit là, que je vais vous présenter un petit peu. J'espère que c'est pas perdu. C'est comme le guide alimentaire des bactéries. Parce qu'on nourrit les bactéries à du 30 pour 1. Il faut s'occuper de la nutrition de nos bactéries qui vont nous aider à faire le compost, qui vont nous aider à faire pousser notre jardin, qui va s'occuper de notre nutrition nous autres. C'est un beau cycle, j'aime ça. T'as tout compris. Oui, c'est ça. Mais le guide alimentaire du parfait petit compostage, on va le garder simple, puis je vais vous dire juste des grandes règles. Puis vous allez voir juste par comment votre compost se comporte, comment le processus se comporte. Okay. Vous allez voir si, je devrais peut-être mettre un petit peu plus de carbone. Vous allez le voir, les signes, je vais y revenir, sont très faciles à avoir. Vous n'avez pas besoin de mesurer tout ça. Mais c'est pour ça qu'on parle de garder en tête à peu près 2 parties de brun pour 1 partie de vert, en volume, là, pas besoin de rien peser. C'est une bonne règle à avoir en tête. De l'eau et de l'air. C'est pourquoi je disais tantôt aussi que vous avez besoin de l'arroser, puis de l'air, de l'aération. C'est rare qu'on ait des problèmes d'aération, c'est surtout si c'était vraiment compacté, puis que c'est ça qu'il n'y a pas d'air. Vous allez avoir des problèmes d'odeur. Si c'est le cas, mais c'est très, très rare. Si vous le faites de la façon que je vais vous expliquer, là, vous n'aurez pas de problème avec ça. Donc, c'est quoi la matière verte, la matière azotée, puis que vous voulez mettre dans votre composteur aussi, parce que c'est ça, on ne pourra pas tout mettre dans notre composteur de la façon que je vous dis là. C'est tout ce qui est végétal. Fait que plus vous cuisinez, plus vous allez avoir ce type ou plus vous avez une grande famille et que vous cuisinez aussi, vous allez avoir beaucoup de cette matière-là. C'est ça, les râpures de carottes, les restes de fruits, plures de bananes, c'est très riche aussi. C'est plus azoté, donc ça se décompose quand même assez vite aussi. Des fois, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire aussi. Petite anecdote, je vois le cœur de pomme, puis ça me fait penser, suite à une présentation que j'avais faite c'était à l'école primaire ou une garderie, en tout cas, c'était un jeune enfant. Il avait tellement été comme intéressé par les vers de terre puis tout ça, puis je leur disais, les cœurs de pommes, il adore ça, que le soir, il avait demandé à sa maman d'acheter un sac de pommes pour nourrir les vers. À la base, c'est vraiment juste pour les restes, là, c'est ça. Mais si je me fie à l'image, est-ce qu'on peut utiliser des fruits, des légumes qui ont commencé à moisir? Est-ce qu'on peut les utiliser dans le composteur? OK. Oui, c'est le but. Okay. C'est le but, comme on voit un peu sur la fraise là, qui est déjà comme avec de la pourriture dessus, oui. Puis sachez que justement, cette pourriture-là, qui se trouve être plus le groupe des champignons, là, c'est un organisme qui participe au processus de décomposition, de compostage. Puis dans le fond, petite parenthèse aussi, c'est le ver de terre qui est souvent cité pour dire que c'est lui qui fait du compost, arrive vraiment à la fin du processus. C'est vraiment toutes les bactéries, les moisissures, toutes ces choses-là au début qui vont pourrir, qui vont décomposer. Donc oui, c'est ça. C'est les restes qui sont comme des légumes vraiment trop fatigués pour cuisiner et tout. C'est ça qu'on va mettre là-dedans. Les agrumes aussi, c'est un petit peu plus acide. Je pense que je parle tout de suite
après ici. Si vous mettez beaucoup d'agrumes, les pots, les pelures d'orange et compagnie, c'est des matières qui sont un petit peu plus acides. Vous allez avoir tendance à acidifier votre compost, mais il faudra manger beaucoup pour que ça devienne vraiment un problème. Mais si vous mangez régulièrement des œufs aussi, mettez votre coquille d'œufs, mettez ça là-dedans. Idéalement, on le ferait comme sécher pour après ça le broyer, mais juste l'écraser un peu plus fin, ça va aller plus vite. Comme toutes les matières que je viens de vous dire là, les restes de fruits, légumes, tout ça qu'on va mettre dans notre composteur, plus c'est petit, plus ça composte vite. Donc, ça dépend à quel point vous êtes pressé. Mais personnellement, pour être très honnête avec vous, les coquilles d'œufs, moi, dans mon petit bac de cuisine, quand je me fais des œufs, la grosse majorité du temps, je les casse en deux, je fais ce que j'ai à faire, puis la coquille d'œufs, je le pitch dans mon petit bac, puis c'est ça que je vais mettre dans le composteur, puis ça se fait très bien, c'est correct. Quand je récupère mon compost une fois par année, puis je le mets dans le jardin, même ces petites coquilles d'œufs-là, à peu près au début de l'été, les hirondelles viennent en chercher des morceaux dans le jardin. Puis je trouve ça le fun, ça attire les oiseaux. Je pense qu'ils mangent ça pour leur nidification. Je trouve ça le fun, ça attire aussi. Donc en les laissant plus gros, si je les mettais toutes en poudre, je n'aurais pas d'hirondelles. Donc voilà. Bien. Mais ça aide à équilibrer le pH du composteur, de mettre des coquilles d'œufs. Tout ce qui est épis de maïs, c'est très bon. C'est lui que je vous dirais de couper en plus petits morceaux. C'est très gros. Si vous mettez votre épi de maïs direct comme ça dans votre composteur, puis vous faites une grosse épluchette de blé d'Inde, ça va prendre des années avant. Puis je vous dis, là, plusieurs années avant que l'épi de maïs se décompose. Donc, le truc, c'est pour ça couper en petits morceaux. J'ai testé plusieurs techniques, dont la hache. Je ne fais jamais ça dans la cuisine parce que le couteau de cuisine, je trouve que c'est quand même assez raide. Puis ça revole, puis tout. Fait que je me dis, je m'installe dehors. De toute façon, c'est rare qu'on mange du maïs l'hiver. Je m'installe dehors, puis maintenant, je prends une pelle ronde à côté du composteur. Je suis dans une bonne position, je les coupe en petits morceaux de 1 pouce, 2-3 cm, puis je mets ça dans le composteur. Puis après 1 an, c'est entièrement composté. Donc, ça se fait bien. On dit petite quantité, c'est juste que, rappelez-vous tout le temps, le rapport C sur N, carbone sur azote. Si, OK, j'ai invité tous les amis de la rue, puis je mets tout le maïs dans le composteur, mais que je ne le balance pas avec ce que je vais vous parler dans pas long, bien là, vous allez avoir des problèmes d'odeur un petit peu. Le processus va être plus lent, puis tout ça, ce ne sera pas optimal. C'est dans cette optique-là que je vous dis de balancer un petit peu, mais souvent, moi, j'en mets une épluchette 12, même 24, ça peut se faire en les coupant en morceaux, mettez ça dans le composteur, mais compensez-le avec ce que je vais vous dire dans pas long. La plupart du temps, ça va être des feuilles. Les plantes et fleurs, je vous ai dit tout ce qui est végétal qu'on va mettre là-dedans, là, on va aller chercher l'azote dans ces plantes-là. Évitez les mauvaises herbes qui seraient en graines. Je dis ça parce que le processus, quand on le fait de façon à la maison, le compostage domestique, c'est des petites quantités de matière, ça ne chauffe pas assez, contrairement à du compostage industriel comme la collecte que vous avez à Moncton. C'est des gros volumes, ça chauffe, ça détruirait les graines de mauvaises herbes. Mais ça, c'est trop petit comme milieu. Donc, si vous mettez un pissenlit qui serait juste en fleurs, il n'y a pas de problème, mettez ça dans votre composteur, il va se décomposer et il n'y a aucune chance. Mais si vous mettez le pissenlit qui est en graines, alors c'est sûr que la graine va rester en attendant que vous récupérez le compost, puis vous allez semer des mauvaises herbes un petit peu partout. Donc, c'est juste ça. Évitez de mettre les graines de mauvaises herbes. Puis, les 3 autres exemples que je vais vous donner, les plants de patates, tomates, c'est la même famille. C'est des plantes qui sont... le feuillage est toxique. On mange la patate dans le sol et la tomate du plant, mais tout le reste du plant est un peu toxique pour nous, mais pour les insectes aussi, dans le fond, c'est un petit insecticide. Donc, si, là encore, si vous en mettez un petit peu de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais si vous en mettez beaucoup dans votre composteur, vous allez
c'est l'équivalent de mettre de l'insecticide dans votre composteur. Donc, vous allez tuer la vie qu'il y a dedans. Donc, votre processus va beaucoup se ralentir avant de repartir et tout. Ce que je vous dis là, c'est juste des trucs pour ça aille plus vite. Là. Oui, parce qu'on a besoin des insectes qui sont dans le compost pour qu'ils génèrent ces réactions-là. Là. Exactement. Ouais, c'est un équilibre. On a besoin de toute cette équipe-là. Les feuilles de rhubarbe, la même chose. OK. On mange le pétiole, là, mais la feuille est toxique aussi. Donc ça, soit vous les mettez dans votre bac, c'est de la matière organique, soit vous le mettez dans votre bac pour la troisième voie, là, la matière organique, ou vous faites comme moi, vous avez un petit coin à la maison. Nous autres, on n'a pas la chance d'avoir une troisième collecte ici encore pour le moment. Donc moi, j'ai un petit coin à côté du cabanon. Ces plantes-là, à l'automne, mes plantes de tomates, tout ça, je vais tout faire un petit tas à côté là. Puis l'année d'après, c'est quand même assez défaite. Ça a composté pareil, c'est juste qu'au moins, j'ai pas. Les vers de terre de ce coin-là vont s'en aller. Mais au moins, je n'aurais pas ralenti le processus de compostage dans mon bac. Ouais. Si vous mettez encore beaucoup, une grosse quantité de gazon coupé, ça, c'est très, très riche en azote. Vous allez avoir une odeur d'ammoniac. Donc, c'est pour ça qu'on va juste, vous pouvez en mettre beaucoup, c'est très bon, ça se décompose très vite, très riche en azote, mais vous devez le balancer avec des feuilles. Ce que je vous recommande la plupart du temps, avec votre gazon, c'est de quand vous le coupez, laissez votre gazon couper sur le gazon, ça correspond à 30% des besoins en azote des plants. Quelqu'un qui n'aurait ramassé, exemple, le gazon serait trop long, il aurait attendu trop longtemps avant de le tondre ou que pour lui, c'est important de le ramasser, il n'y a pas de problème aussi. Sachez tout le temps qu'essayer de garder ce rapport-là 2 pour 1. Puis sinon, sachez aussi que ce gazon-là pourrait servir de paillis à des plantes très gourmandes en azote, justement, dans un potager. Vous pourrez prendre ce gazon-là, le mettre au pied des plants de tomates, par exemple, de cocombes, de maïs, à la limite, si vous en faites pousser chez vous, mais des plantes très, très gourmandes en azote. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser aussi. Matière brune, c'est très simple. C'est la plupart du temps, là, je vais vous dire, le plus pratique, le plus simple à trouver, le plus abondant, c'est les feuilles séchées comme ça. C'est sûr que ça, les feuilles, c'est à l'automne. Idéalement, on va les ramasser à l'automne, on va attendre qu'ils sèchent, puis on va les stocker dans des sacs de poubelle ou d'habitude, si vous avez 2-3 sacs, il y a plein de gens à l'automne qui font déjà ça, ramasser les feuilles, les mettre dans des sacs. Des fois, ça peut être intéressant d'en les prendre aussi si vous n'avez pas d'arbres chez vous. C'est lui le plus pratique, je trouve. Vous pouvez faire, comme moi aussi, ces feuilles-là, à l'automne, j'en prends une partie, j'ai plusieurs arbres sur le terrain, je les racle, puis je fais un tas à côté de mon composteur, un gros tas de feuilles, carrément à côté de mon composteur. Je prends ce que j'ai besoin pour l'automne. Puis, durant l'hiver, la neige va tout taper mes feuilles. Puis, au printemps, j'ai mes feuilles direct à côté. Je n'ai pas utilisé de sac. Puis j'ai ça dure tout l'été. Puis jusqu'à l'automne, je les reprends. Donc, moi, c'est ça que je fais. Si vous avez un arbre proche, vous avez juste à tout comme faire un tas. Ça fait aussi un espace c'est comme un paillis. Fait que ça fait un espace que vous n'avez pas besoin de tondre aussi. C'est le petit espace à compostage, dans le fond, votre petit coin. Donc, si c'est moi, c'est dans le jardin aussi. Fait que c'est déjà un endroit qui est réservé pour ça, qui est comme qui a tout le temps de la plante, des plantes, un petit peu de feuilles, puis de la vie. Des brindilles, si vous avez un bouleau chez vous, vous allez tout le temps avoir des petits morceaux de branches. L'extrémité des branches, ça casse tout le temps un petit peu. Sachez que ces branches-là, c'est super intéressant. Vous pouvez les recasser un peu puis les mettre dans votre bac à compost. Si le diamètre n'est pas trop gros, là. C'est pratique, ça aère le compost, ça fait des petits enchevêtrements, puis ça fait de l'aération sans que vous ayez besoin de l'arroser. C'est très riche en carbone, donc ça vous aide à balancer un peu plus ce rapport en carbone. Les branches et de la sciure de bois est beaucoup plus élevé que les feuilles. Donc, vous avez besoin d'en mettre moins pour arriver à ce rapport-là de 30 pour 1. Donc, c'est intéressant à mettre de temps en temps. Mais vraiment pas trop des grosses branches, hein? Non, c'est ça.
Ouais, ben, je dirais peut-être 1 centimètre, mettons un demi-pouce max, peut-être, ceux qui parlent plus en pouces, puis 1 centimètre, je dirais plus gros. C'est pas mal, c'est juste ça va être plus long à Bon, décomposer. ouais. Sachez aussi que les composts de type comme forestier, là, fait avec de la lignine qu'on appelle, c'est un matériau qu'il y a dans le bois. C'est des composts hyper durables, hyper stables. C'est des composts de très grande qualité. Donc, c'est intéressant à mettre un petit peu. Au même titre que si vous travaillez le bois, si vous êtes un peu manuel, puis vous avez de la sciure de bois, là encore, du bois non traité. C'est très bon d'en mettre dans votre composteur de temps en temps. Là encore, c'est très riche en carbone. Donc, ça vous permet, ça aussi, si vous avez fait des travaux ou si vous connaissez quelqu'un qui en a, ça, un sac de sciure, là, vous êtes bon pour un bon bout. Là. Oui, oui, oui. Euh, c'est ça. À l'automne, dans le temps de l'Halloween aussi, il y a de la paille comme ça qu'on peut trouver assez abondamment. Mais aussi, c'est le temps là, avant l'Halloween, ça vaut quelque chose, puis après l'Halloween, souvent, ça vaut plus grand-chose. Le monde s'en débarrasse. C'est Ça ça. peut être super intéressant. Un ballot de paille, vous êtes en masse. Bon, s'il n'y a pas eu d'humidité dedans, vous pouvez même le stocker dans le cabanon. Il n'y aurait pas de problème. C'est ça. C'est intéressant encore, c'est des fibres plus longues. Ça se décompose plus vite que les branches, mais ça a les mêmes propriétés d'aération là, dans l'enchevêtrement. Donc, la paille, c'est une belle source de matière brune, très riche en carbone Excellent. aussi. Tout ce qui est les thés, la tisane, café, donc à chaque matin, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de votre café, moi j'utilise des filtres idéalement comme non blanchis parce que souvent les filtres blanchis ont des agents qui sont utilisés pour ça, le chlore et tout. Par accumulation, il peut y avoir un petit peu de chlore dans votre compost, là, mais ça prendrait des quantités astronomiques, là, fait que c'est pas si pire. Mais cette poche-là, ce papier-là, équivaut à du carbone. Puis votre café, le thé, tout ça là-dedans, ça aussi, mettez ça dans votre composteur, ça va s'équilibrer aussi. Les pâtes alimentaires, sachez que si vous ne mettez pas la sauce, parce que je vais parler dans pas long qu'est-ce qu'on ne met pas dans le composteur, là. On met jamais de viande puis de choses comme ça. Donc, mais juste les pâtes alimentaires, c'est sûr que vous êtes mieux de les manger, là, mais si vous en avez fait une grosse batch, puis que vous en a resté, puis sachez que vous pourriez le mettre dans votre composteur, il n'y a pas de problème. C'est ça. Puis les cheveux, les poils, sachez que c'est une source de carbone, on en produit tous. Je vous encourage de ne pas vous fier sur cette source de carbone-là pour vos besoins, pour votre composteur, parce que vous risquez d'en manquer. Mais c'est quand même assez abondant, puis c'est pratique. Vous pourriez toujours mettre les cheveux et les poils d'animaux dans votre composteur. Ça requiert plus d'humidité. OK, excellent. Tout ce qui est séché, dans le fond, le foin, les herbes séchées, c'est sûr que là, il peut y avoir un petit peu de graines de mauvaises herbes. Ça revient comme je vous avais dit tantôt, mais il y en a un petit peu, c'est pas si pire. Mais on dit souvent que c'est comme du faux brun parce que le ratio est comme pas mal entre les deux. Une fois sec, ça reste plus du carbone. Moi, je le classe dans le brun pareil. Mais ils ont tous leur ratio, leur rapport, là, mais quand même, ça pourrait être bon. Les herbes séchées. Petite attention, les plantes puis les feuilles séchées, s'ils viennent du fleuriste, c'est que des fois, en fleuristerie, j'ai comme un plan, c'est une même condition. On va y aller avec ça. J'aime beaucoup ça. Peut-être je viens de l'inventer un, je te dis. De toute façon, je pense que vous me comprenez. Les plantes du fleuriste, souvent, ont été traitées avec ça vient de loin, donc ça faut que ça. Ben, pas toutes, là, mais la plupart ont été traitées pour préserver leur durée plus longtemps. Donc, souvent, j'aime mieux dire mettez ça ailleurs, soit dans votre collecte de matière organique, là, ou dans le même coin que j'aurais mis les plants de tomates, un petit coin. Je ne le mettrai pas dans le composteur. OK. En dernier recours, une bonne source de carbone, c'est le papier. Mais je vous dirais, idéalement non coloré. Les encres qui sont utilisées maintenant sont moins pires qu'elles étaient plus longtemps passées. Mais quand même, des fois, il y a des métaux lourds encore, des choses comme ça.
C'est des petites quantités, mais quand même, on essaie de limiter l'apport pareil. Puis, comme je vous ai montré les autres sources, il y en a tellement d'autres des bonnes que je vous dirais optez pour ce que vous avez. Mais si vous voulez partir dans un temps que vous n'avez pas de feuilles, souvent les dépôts municipaux, des fois, il en reste encore, même des fois au printemps. Vous pouvez trouver des feuilles mortes comme d'automne. Des fois, si vous allez voir, là, des fois, c'est ça, quand on est comme pas dans la bonne saison des feuilles, des fois, on a de la misère. Mais je reviendrai tantôt aussi, mais cassez-vous pas la tête si vous n'avez pas ça aussi pour commencer, c'est pas catastrophique. Vous pouvez pareil commencer, puis vous allez voir comment que ça va aussi. Mais sachez que là, c'est les conditions optimales, le 2 pour 1, c'est pour avoir les résultats le plus rapides et les meilleurs. Et en dernier recours, c'est-tu parce que le papier n'est pas efficace en compostage? C'est juste parce que tu penses qu'il y a d'autres matières brunes qu'on peut utiliser avant ça? Oui, exactement. C'est juste vraiment, c'est exactement ça. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est juste qu'il faudrait comme le déchiqueter un petit peu aussi. Donc, un peu plus de trouble. Si vous avez une déchiqueteuse, ça serait très bien. Mais oui, c'est une très bonne source de carbone. OK. Je dis juste parce que les autres sont plus simples, c'est plus naturel aussi. Puis du papier, on en a de moins en moins, veut pas aussi. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment pas. C'est bon, là. C'est bon d'en mettre si vous voulez commencer avec ça. Merveilleux. Puis si vous n'avez déjà du papier déchiqueté, allez-y. C'est merveilleux. Ce serait une très bonne source pour commencer. Ouais. Je vous conseille de tout le temps le couvercle aussi. C'est vrai, tantôt, je ne l'ai pas dit. Je vous recommande de le garder tout le temps aussi pour ne pas attirer des petites mouches à fruits. Il va en avoir, ça fait partie du processus. Mais quand même, en le gardant le couvercle fermé, on les attire un petit peu moins. Et aussi, ces petites mouches à fruits-là sont attirées par le verre, les restes de fruits, légumes, particulièrement les fruits. C'est humide puis sucré. Ils vont aller là. Si vous recouvrez votre matière de brun, dans le fond des feuilles comme ça, ces petites mouches-là ont l'habitude de pondre les œufs sur le dessus. Donc, s'il y a de la matière par-dessus, ou si c'est brassé dans le fond, vous allez beaucoup moins en avoir aussi. Donc, si ça vous irrite un peu quand vous ouvrez votre couvercle et que vous avez comme plein de des petites mouches, là, ça ne vous piquera pas. Là, c'est juste des fois fatigant, il y en a beaucoup. Sachez que si vous faites juste le brasser un peu ou mettre de la matière brune par-dessus. La présence des mouches à fruits comme ça, est-ce que ça peut être un problème avec notre récipient qu'on a à l'intérieur? Est-ce qu'on laisse nos choses pendant 2-3 jours, peut-être avant de les apporter au bac extérieur? Est-ce qu'on risque d'avoir des mouches à fruits là aussi? C'est une très bonne question. Les mouches à fruits dans la maison, c'est fatigant un peu. Ça vient souvent par temps, c'est à l'automne. C'est souvent avec les fruits. Moi, ce que je fais, c'est qu'on risque pas d'en avoir beaucoup plus que si vous avez comme des bananes sur le comptoir, des choses comme ça, vous n'aurez pas plus que... Le truc, c'est d'aller le porter plus souvent. OK. Puis ça va être correct. Puis ça dure un petit temps, là. Il y a un temps plus ça dépend. Ici, ça dure quelques semaines. C'est un peu plus un temps qu'il n'a plus. Ouais. Mais sortez ça plus souvent, puis ça restera pas un problème. Excellent. Merci. Ça, c'est bon. Là, maintenant, tout ce qu'on ne mettra pas là-dedans, c'est très simple, ça aussi. Pour ne pas attirer, justement, les charmants petits indésirables, comme le raton laveur, qui est joli, mais des fois, il peut faire des dégâts. Et le petit rat aussi, ça aussi, lui, il est opportuniste, il va aller fouiller là-dedans. Mais si vous mettez ce que je viens de vous dire, jamais, moi, des ratons laveurs, j'en ai qui se promènent, des fois, je les vois pratiquement jamais. Mais le matin, des fois, de très bonne heure, là, je peux en voir un. Jamais qu'il est allé dans mon composteur, il ne va pas là. Ce qui l'attirerait, c'est ce qu'on ne mettra pas dedans, justement. C'est-à-dire là, tout ce qui est les viandes, les os, crustacés, poissons, produits laitiers, le pain, des fois, j'en mets des petits morceaux, là, mais du pain qui serait moisi, par exemple. Mais essayez d'éviter ça. Mettez ça dans votre autre bac. Tout ce qui est le gras, le sel, les plantes malades, pour la même raison que je vous ai dit tantôt, c'est ça ne se chauffe pas assez, donc ça ne détruira pas le pathogène qui fait ça. Donc, plantes malades, ne me casse pas la tête, on sortez ça du terrain. C'est quand même assez rare là, que ce soit assez malade pour être vraiment un problème. Là. Mais exemple, si c'était un virus et tout, là, c'est quand même assez rare.
Sortez ça du terrain. Mettez jamais d'excréments, litière d'animaux. Mettez jamais ça là-dedans. OK. Mettez pas ça dans votre composteur domestique. Puis les poussières d'aspirateur et de sécheuse, ça se composte quand même très bien. On dit de ne pas le mettre là-dedans à cause des petits risques de métaux lourds à la longue et de l'accumulation. OK. Donc les poussières, on peut mettre ça. Est-ce que c'est possible d'y déposer si on a des cendres d'un foyer, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre là-dedans ou pas? Un petit peu. L'avantage des cendres, c'est un produit comme chaud-lent, un peu comme de la chaux. Ça équilibre le pH, ça remonte. Mettons, si votre compost était très acide, mais là, vous devriez le vérifier avec peut-être prendre le pH et tout. Puis moi, personnellement, j'ai jamais besoin de prendre le pH du composteur, du compost. Ça se fait très bien. La cendre, c'est pas nécessaire de le mettre dans votre compost. Vous pourriez l'ajouter à la fin du processus. Quand vous le mettez dans le jardin, votre compost, vous pourriez ajouter un petit peu de cendre dedans pour les minéraux que ça procure, puis chauffer un petit peu votre jardin. Mais dans le processus de compostage dans votre bac, moi, je ne recommande pas. Ça ne vaut pas la peine de le mettre là. OK. Mais vous pouvez l'utiliser dans le jardin, ce serait mieux. Vous pouvez en mettre un petit peu, si vous en avez un petit peu. C'est une très bonne question. Ça ne nuira pas au compost, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Okay. Ouais. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais ça ne rajoutera pas tant que ça. Et puis, c'est que ça peut créer, je suis un petit peu hésitant parce que ça peut créer des problèmes quand c'est très humide et vous ne le brassez pas trop. Ça peut faire des espèces de poches ou du laicis un petit peu qui peut nuire à. OK. C'est difficile à calculer un petit peu. Là, donc, un petit peu saupoudré, il n'y a pas de problème, mais ne commencez pas à mettre en mettre trop dans votre composteur. Parfait. Pour ce qui est de l'eau, c'est très simple. Si c'est trop sec, vous allez le voir. Il n'y a plus rien qui se passe. Les micro-organismes, la vie dans le composteur a besoin d'eau pour fonctionner. Donc, s'il n'y en a plus, c'est trop sec, ça arrête. Trop humide, puis si c'est trop sec, vous arrosez, c'est sûr. C'est là qu'on arrose. Petite parenthèse, si plus vous en mettez souvent des restes de fruits, légumes, c'est humide. Vous avez beaucoup moins besoin d'arroser. Moi, personnellement, dans une année, là, j'arrose peut-être juste quand il fait très, très, très chaud. Peut-être 4, 5, 6 fois dans l'année, gros max. Vraiment? Parce que j'en mets régulièrement de la matière. On cuisine quand même passablement là, à la maison. Fait que c'est très, très rare que j'ai besoin d'arroser. Puis quand j'arrose pas pendant 10 minutes. Là, j'ai juste besoin de. Dans le fond, si vous devriez. C'est l'autre diapo d'après, là, mais ça devrait être comme une éponge essorée. Donc humide. On ne veut pas ça détrempé, mais juste comme une éponge. Trop humide, c'est très rare qu'on va avoir des problèmes comme ça. C'est souvent juste. Je vais vous parler quand on le fait l'hiver, là. C'est peut-être au printemps. Là, on ne mettra pas de brun et de matière de carbone l'hiver. Donc, au printemps, quand ça commence à fondre, toute cette matière-là, là, ça peut être un peu trop humide. Puis, le rapport C/N n'est pas bien balancé. Mais ça va aller vite que ça va reprendre. On a juste à remettre un petit peu de feuilles par-dessus. Dès que les belles journées commencent, le processus va se faire. OK. Assez facilement. Donc, comme je l'ai dit, comme une éponge essorée, c'est ça qu'on veut. Dans le fond, c'est le meilleur ratio air-eau. Toute la vie est contente, en bénéficie quand c'est cette condition-là. Pas trop humide, pas trop sec. Si vous manque d'air, là, c'est le petit outil que je vous ai montré tantôt. C'est lui le plus efficace. Sinon, vous pourriez le retourner annuellement. C'est un peu comme je vous expliquais tantôt avec la pelle ronde. Vous pourriez le prendre dans le bas puis le remettre par-dessus. C'est très, très rare, comme je vous disais, les manques d'air. Le meilleur signe, ça va être des mauvaises odeurs. Si votre compost, normalement, un compost, une fois composté, ou même le processus, ne devrait pas sentir. Si vous le faites comme je vous le dis, puis le brassez un peu de temps en temps, vous mettiez un rapport 2 pour 1, puis vous le mélangez, puis que c'est humide, ça va se composter, puis vous n'aurez jamais de problème d'odeur. Surtout si vous ne mettez pas de la matière à éviter, comme je vous ai dit aussi. Donc, c'est ça. Peut-on composter en hiver? Il y a différents trucs. Moi, je vous recommande, oui, c'est qu'aussi, pourquoi composter l'hiver?
c'est que sachez que le compost, le résultat final, ça va être à peu près, comme 20% de toute la matière que vous avez mis. Vous allez avoir juste 20% de matière. Donc, en se privant l'hiver de toute la matière qu'on aurait pu mettre dedans, ben on a moins de compost. Mais c'est pas grave si, comme ça ne vous parle pas d'avoir votre composteur est trop loin pour pelleter et tout. Vous avez l'option 2, c'est-à-dire de le mettre dans une chaudière, comme ça, que vous laisseriez dehors. Vous mettez ça dans la chaudière, puis une fois que la chaudière est pleine de temps en temps, ou vous avez plusieurs chaudières pour attendre jusqu'à la fin de l'hiver. Puis sinon, cette chaudière-là, vous allez le porter dans votre composteur. Mais moi, mon composteur, je m'en vais le porter. Je continue tout l'hiver comme je fais. Le truc, c'est que ça ne se composte pas l'hiver. La matière va monter. Fait que le truc, à l'automne, vous le videz un peu, vous récoltez tout ce qu'il y a de bon compost, vous le prenez. Puis là, ça vide pas mal votre composteur. Puis tout l'hiver, vous le mettez. Ça va geler, puis ça va se remplir. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'au printemps, ça va aller très vite. Ça va vraiment. Là, déjà, les belles journées commencent un petit peu avec le soleil. Là. J'ai déjà vu mon composteur, il a déjà baissé la matière a déjà baissé d'un bon 15-20 cm. Ouais. Fait que ça va quand même assez vite. C'est l'avantage de le faire l'hiver. Moi, je vous recommande. Je vous encourage à le faire l'hiver, mais vous saurez les avantages aussi. Si vous faites un peu comme je vous ai dit, ça peut aller aussi vite que 3 mois. Là, on parle 3 mois l'été, là, que vous pouvez avoir déjà du compost de ramasser. Si vous le faites un petit peu moins, comme je vous ai dit, puis que vous partez en vacances souvent, il manque d'eau, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est ça, comme je disais tantôt, ce ne sera pas une catastrophe. Ça va juste être plus long. Ou vous ne coupez pas vos épis de maïs en petits morceaux. Ça va être beaucoup plus long. Personnellement, je ne coupe pas toute la matière que je mets dedans en petits morceaux. Je mets ça dans mon bac de cuisine, dans mon récipient de cuisine, puis je vais porter ça dans le compost. Ça prend le temps que ça prend. Quand je récupère mon compost, s'il reste des petits morceaux, je les remets dans le bac, puis je récupère ce qu'il y a, puis je sors. Puis ça fait que c'est tout le temps en roulement. Pareil. Okay. Mais quand il est prêt, quand il a l'apparence de la terre, on ne voit plus la matière originale. Okay. Ça sent pas, ça sent la terre. Puis où l'utiliser? Moi, la meilleure place, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment le jardin potager. C'est là, sur le terrain, si vous faites un jardin, c'est là que vous allez avoir les plantes les plus gourmandes. On demande beaucoup au sol. À chaque année, on met des plantes qui vont prendre des ressources du sol. Puis après ça, l'automne, on va enlever ces plantes-là. Puis à chaque année, on replante des plantes. Donc, le sol doit être comme comme calibré, je dirais, comme engraissé. C'est ça le mot aussi, comme fertilisé, amendé. C'est tous des mots qui se ressemblent un petit peu. Ils ont des significations différentes. Mais bref, c'est là que je vous dirais de le mettre. Mais sinon, si vous cherchez juste une place pour l'utiliser, partout où il y a des plantes, autour d'un arbre, dans les plates-bandes, sur le gazon et tout. Plante d'intérieur, je vous dirais d'éviter ça, comme ça vient de l'extérieur. En l'utilisant à l'intérieur, vous risquez de rentrer quelques petites bestioles que vous ne voulez pas nécessairement avoir dans la maison, là, comme des cloportes puis des petits vers de terre. C'est pire, mais quand même, je vous recommande de ne pas faire ça pareil. Vous ne voulez pas créer un autre problème. Donc, c'est ça. Partout où il y a des plantes. Vous pouvez être créatif puis utiliser un petit endroit comme ça. Lui, c'est un de mes amis en Gaspésie. Il se l'était fait en bois. Regardez l'espacement les craques. Il l'a quand même laissé beaucoup plus fin. Il a fait ça avec du bois récupéré. Il s'est fait sa trappe en bas pour pouvoir le prendre, le récupérer. Il y a un baril récupérateur d'eau de pluie aussi. Puis lui, il utilise une fourche, un broc. Puis il s'est mis un petit clou pour mettre son arrosoir, puis il a tout réjoui, il a tout ce qu'il faut. Il l'a mis en arrière du cabanon, parce qu'il trouvait que son installation n'était peut-être pas très esthétique, mais ça ne le dérangeait pas trop. Fait que, c'est ça. C'est un genre de petit coin que vous pouvez faire. Ou, comme je vous disais, vous l'incluez dans votre plate-bande aussi. Alors, en bref, il y a la vie dans le sol. Faites-vous pas peur s'il y en a parmi vous qui n'aiment pas les insectes ou les petits animaux. Sachez que la plupart, comme je vous dis tantôt, c'est microscopique. Il y a les vers de terre qu'on va voir, les petits coléoptères et tout, qui sont peut-être un peu plus gros, mais la plupart là-dedans, c'est microscopique. Vous ne les verrez même pas agir.
Mais ça prend un régime équilibré, un peu comme le régime alimentaire que tu parlais tantôt. C'est ça, un équilibre. Ayez en tête ça, puis vous allez voir si ça se passe pas très bien, le processus est très lent. C'est parce que si le processus est très lent, vous risquez d'avoir peut-être trop de carbone, c'est plus ça. Puis si ça sent beaucoup plus, vous risquez d'avoir un petit peu plus d'azote. Vous avez trop mis d'azote en même temps, trop de restants de fruits, légumes. Donc, de garder cet équilibre-là. Mais on a quand même une bonne marge de manœuvre, pareil, puis ça se fait très bien. De l'eau, de l'air, un habitat adéquat, ben, c'est votre composteur. OK. Des petites alternatives, vite, là. Les rotatifs, là, j'ai pris la Cadillac du modèle rotatif. Personnellement, j'avais essayé là, plusieurs années. Lui, j'ai jamais essayé ce modèle-là, mais je voulais vous le mettre. Lui de gauche, c'est quand même assez dispendieux. Lui de droite, ben, quand même, c'est quand même 200 quelques dollars. C'est des composteurs que moi, avoir essayé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé à cause qu'il n'y a pas le contact au sol. Je trouve ça compliqué à gérer. Mais je voulais réessayer, ça fait des années, là, ça doit faire comme facilement 10 ans que j'avais essayé ça. Maintenant, j'aurais la curiosité de peut-être en réessayer un. Est-ce que je serais prêt à investir 542,99 plus taxes, plus transport? Je ne pense pas. Mais sachez que le côté intéressant de tout ça que je vois, c'est peut-être juste l'ergonomie. On est debout, puis on brasse. C'est peut-être si ça fonctionne, j'imagine qu'à ce prix-là, ça doit fonctionner. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu moins de. Je trouve que c'est compliqué un peu pour. Le processus que je vous ai dit là est beaucoup plus simple dans un composteur comme tu as en studio aussi. Okay. Ça, c'est un qu'on enfouit dans le sol et la vie dans le sol va y aller. Donc, au niveau du sol, on ferme le couvercle. Là. Au niveau du sol, il n'y aurait rien. Le petit désavantage que je vois, c'est que ce n'est pas très ergonomique aussi. Et à droite, il y a un nouveau produit qui s'appelle le Food Cycler, qui est un peu un genre de produit qui serait plus dans la cuisine à l'intérieur, mais qui remplacerait un peu la collecte que vous avez déjà. Donc, je pense que moi, je trouve que puis c'est assez dispendieux aussi, je trouve que avec le système, le procédé que je viens de vous parler, je trouve que c'est lui vraiment le plus simple. Petite parenthèse, le vermicomposteur, ça c'est avec les écoles qu'on fait ça des fois à l'intérieur. C'est si vous voulez ramener la vie de dehors dans votre salon. Les garderies adorent ça. C'est surtout pour les vers de terre. Mais on va dire juste des vers de terre. Techniquement, c'est un verre rouge qu'on appelle. Il ne travaille pas comme les vers de terre, il est plus petit. Puis c'est pas dégueu, c'est pas comme des asticots ou des larves de mouches et tout, puis tu sais, qu'on c'est un peu répugnant. Ils font leur travail. Ça composte très, très bien. C'est une alternative aussi, mais c'est plus à l'intérieur. Je voulais vous en parler là-dedans. Mais sachez que les autres alternatives, mais je trouve le plus simple, après ce qu'on vient de dire, c'est le composteur exactement comme que tu as en studio, Yves, qui ressemble à ça. Très simple. Il peut très difficilement briser. Vous n'en viendrez pas à bout si vous en prenez soin. Puis ça ressemble beaucoup à, comme en agriculture, à des andins qu'on appelle. Faire un tas. Avant, les gens, ça a été longtemps, ils en faisaient du compostage aussi. Ils prenaient ce qu'il y avait, ils pitchaient ça en arrière, puis ça finissait par se composter. Okay. C'est juste que de mettre une toile par-dessus, ça aide pour chauffer. Puis ça aide à préserver les éléments nutritifs du lessivage quand il pleut beaucoup. Dans le fond, c'est un processus juste pour accélérer ça. Donc, un composteur comme ça, c'est noir en plastique, c'est vraiment lui que je trouve le plus intéressant. Et dernièrement, le cône vert, lui, ça serait plus un peu pour plus pour les restants de table, tout ça. Mais je voulais vous en parler parce que c'est une invention quand même, c'est canadien. Là, il n'y a plus de rapport C/N, on met pas, on surveille, on n'a pas besoin d'arroser ça et tout. Mais je trouve que pour vous, vous avez déjà une collecte à 3 voies de matière organique, moi, avec ce type-là de composteur, le biodigesteur, le Green Cone en anglais, c'est la marque de commerce. Vous ne récupérez pas vraiment le compost, donc il ne vous reste rien. C'est juste pour juste pour gérer votre matière organique chez vous. Je trouve que, je parais vous en parler, mais c'est
il n'y a pas de bénéfice tant que ça, sauf de ne pas mettre cette matière organique-là au site d'enfouissement. Chose qu'à Moncton, vous faites déjà avec votre troisième collègue. Donc, dans le fond, vous faites juste le meilleur. Puis, oui, excuse. Parce que tu en parles de ça, cette gestion des déchets-là où on a nos sacs verts, où on met nos matières organiques, on les gère comme ça à la maison. Donc, au site, ici, à Éco360, on traite déjà ça. Il y a déjà du compostage qui se fait ici. Fait dans un contexte où ça se fait déjà, autre que pour me créer du compost, mon usage personnel, est-ce qu'il y a des avantages à se créer un composteur à la maison plutôt que de simplement se fier sur le traitement des déchets organiques de cette façon-là? Y a-t-il quand même des avantages? Oui, c'est que, comme on disait au début, c'est que vous pouvez... C'est que vous allez avoir un produit qui est fait chez vous. Donc, vous récupérez votre compost. C'est ça vraiment le beauté. Si c'est par souci environnemental de tout mettre votre matière organique dans la collecte de matière organique, justement, qui ne va pas au site d'enfouissement, qui est compostée, bien, au moins, c'est quand même bien. Le gros avantage de le faire chez vous, c'est que vous allez avoir du compost de très bonne qualité et vous participer, si tout le monde faisait du compostage comme ça, récupérait une partie de leur matière pour le gérer chez eux, localement, en cycle court, ben on ferait moins de pression sur la collecte à 3 voies aussi. Donc, le camion pourrait se rendre plus loin aussi. Moins de matière à traiter aussi. Donc, je pense que s'il y a des économies aussi, quoique je sais qu'ils font du compostage aussi, mais je pense pour de transport puis de on gagne à voir les choses. J'aime le fait de local, sur un cycle le plus court possible. C'est un beau geste que vous pouvez faire dans ce sens-là, mais le gros avantage, c'est surtout d'avoir le compost qui est le produit qui vient avec. Absolument. J'ai une question d'une personne qui écoute en ligne, puis en passant, les gens qui écoutent aller à la maison, vous pouvez utiliser la fonction Q&A là, pour nous poser des questions en français ou en anglais, et on tâchera de les lancer. Là, on arrive vers la fin, là, mais on pourra poser des questions de nos invités. Mais notre invité, quelqu'un nous demande, parce que quand on regarde le compost, qu'on le ressort, le processus de compostage est terminé, tu l'as mentionné tantôt, ça ressemble à de la terre noire. Mais est-ce que ça veut dire que dans le processus, puis je sais que tu en as parlé, qu'est-ce qu'on met dedans, mais est-ce qu'on met de la terre dans le composteur? Ou c'est vraiment juste de la matière organique qui se décompose et qui finit par avoir l'air de la terre? Exactement. C'est une bonne question parce que souvent, des fois, le monde dit ça, je vais rajouter de la terre dans le composteur. Pour le processus, à moins en cas, peut-être, je dirais en dernier recours, pour le décoller au début, que vous n'avez pas de matière de genre recouvrement, là, vous n'avez pas trouvé de feuilles, vous n'avez pas rien. Vous pouvez utiliser la terre pour comme au moins recouvrir la matière verte. Mais non, parce que si vous mettez tout le temps de la terre dedans, la terre ne se décomposera pas plus, ça reste de la terre, ça va juste remplir votre composteur. Vous n'avez pas besoin. Le compost, vraiment, c'est riche en humus, en matière organique. C'est ça qui va ajouter à la terre. Okay. Donc, c'est ça, c'est un peu, je pense que la première question, c'est comme en dernier recours pour le décoller, mais sinon, pas besoin de le rajouter dedans. Excellent. Merci. D'autres questions? Il n'y en a pas d'autres qu'on rentrait tout de suite. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, là. Non. J'espère que le temps, j'ai regardé parce qu'on avait. Je pense que c'est un sujet, on peut en parler. C'est ça, des fois, il y a des choses. C'est rare que les gens ont des pépins ou des choses comme ça. Mais ça ne marche pas comme. Tu sais, si je commence mon compost, puis vraiment, ça n'a pas l'air à fonctionner, ça veut dire quoi? Puis je fais quoi, là? Ben ça dépend. C'est que moi, la plupart des questions que j'ai eues, comme genre, hey, pourrais-tu venir voir mon composteur? Ça marche pas, puis tout. Dans 95% des cas, là, et même plus, parce que je pense que j'ai même pas, je vais essayer de repenser à une anecdote. Mais en tout cas, bref, je vais finir ce que je disais. 95%, c'est que le monde, il l'arrose pas ou il s'en occupe pas.
Ah, OK. Ils pensent que ça va se faire tout seul. Ça se fait tout seul si vous y mettez un petit peu genre, arrosez-le de temps en temps pour qu'il reste humide. OK. Même si vous ne mettez pas beaucoup de matière dedans, c'est pas grave, il va continuer de se composter ce que vous allez avoir déjà mis. Mais gardez ça humide, souvent, c'est parce que ça, ou j'ai vu des places où que c'était juste des feuilles, juste des feuilles, juste des feuilles. Puis bon, ils attendent que ça se composte, mais ça, les feuilles, ça va se décomposer quand même assez bien. Mais des fois, si c'est des feuilles et que c'est au sec, ça va prendre très longtemps. Là, Ouais. c'est ça. Bon, c'est ça. Donc, les pépins sont très rares. Je veux dire, il n'y en C'est a pas vraiment. accessible, là. C'est pas trop compliqué, là. Pas mal, tout le monde peut faire ça, là. Oui, puis de ne pas avoir peur d'essayer puis de réajuster un petit peu. Vous ne pouvez pas aller, ça ne peut pas être catastrophique comme je vous disais tantôt. Là. Vous allez vous réajuster un petit peu. Puis le pire des pires, c'est que ça va être un petit peu plus long. C'est ça. Puis les odeurs, souvent le monde me dit ah, moi, je ne veux pas mettre ça chez nous parce que j'ai peur des odeurs. Si vous avez des feuilles et de la matière brune là, pour compenser un petit peu, ou de la paille ou des choses de même, puis vous l'arrosez un peu, vous n'aurez jamais de problème d'odeur. Puis vous ne mettez pas de reste de homard, puis C'est ça, choses pas de comme fruits ça. de mer, Qui risquent pas de viande, pas d'os. Ouais, Ça, c'est non. des choses vraiment à éviter, là. Ouais, pour les odeurs, puis pour attirer surtout les. Parce que ça se composte très bien. Le problème, c'est les indésirables, Ah, OK. ça va attirer des bestioles qui vont vouloir, là, peut-être creuser en dessous pour voir c'est quoi, puis aller le chercher. OK. Puis, c'est ça. Puis les odeurs, c'est ça que OK. je voulais dire. OK. Ça va générer un peu d'odeur, mais Super. Ben écoute, je pense qu'on est pas mal bien outillés pour se lancer dans l'aventure du compostage. Merci, François Lamontagne, de nous avoir éclairé puis simplifié, je dirais, cet univers. Pour plusieurs personnes, je pense que ça semblait peut-être un petit peu complexe puis inaccessible, mais on découvre que c'est quand même pas particulièrement compliqué. Tout le monde est capable de faire ça à la maison. On fait notre petite part pour l'environnement, mais ça finit par nous aider, nous autres mêmes, à engraisser nos jardins, nos plates-bandes. Donc, on est comme gagnant, gagnant, gagnant. oui, exactement. Ben, en tout cas, merci Yves. J'espère que ça vous a aidé et que ça ne vous a pas fait peur. J'essaie des fois de garder simple, mais en même temps de donner le plus d'informations possible. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas compliqué. Puis c'est ça. J'espère que j'ai donné le goût au moins à certains d'entre vous de vous lancer dans ça. J'en suis convaincu. Merci beaucoup, François Lamontagne, pour cette présentation sur le compostage.